on va décortiquer ensemble l'une des crises sanitaires les plus profondes, les plus marquantes du XXe siècle. Je parle bien sûr de l'affaire de la thalidomide. C'est une histoire qui, vous allez le voir, a complètement changé les règles du jeu en matière de sécurité des médicaments, et ce, à l'échelle de la planète entière. Cette citation, on l'entend souvent à propos de cette affaire, et elle résume tout. Le verdict est sans appel. Et les mots « d'origine humaine » sont absolument cruciaux ici. Il ne s'agit pas d'un coup du sort, d'une fatalité, non. C'est la conséquence directe d'une chaîne de décision humaine, depuis le laboratoire jusqu'à la mise en vente massive d'un produit qui, et c'est là tout le paradoxe, était vendu comme une avancée majeure. Pour bien comprendre toutes les facettes de cette histoire complexe, on va procéder en 4 étapes. On commencera par le début, la naissance et la commercialisation de la thalidomide. Puis, on verra comment les médecins ont commencé à tirer la sonnette d'alarme. Ensuite, on se penchera sur les chiffres, sur le bilan humain, qui est absolument terrible. Et enfin, on analysera comment ce drame a forcé une refonte totale de la réglementation pharmaceutique. Alors, commençons par le commencement, l'origine de cette molécule. Comment est-ce qu'une simple substance chimique, pensée au départ pour une chose, a pu devenir un produit de consommation de masse, présenté partout comme la solution miracle à des problèmes du quotidien? Pour ça, il faut remonter un peu le temps. En 1953, la molécule de thalidomide voit le jour dans un laboratoire suisse chez Ciba. À l'origine, les chercheurs n'essayent pas du tout de créer un calmant. Ils sont sur la piste de nouveaux antihistaminiques. Mais voilà, les résultats ne sont pas concluants, ça ne donne pas ce qu'ils attendent, alors le projet est mis de côté. C'est là qu'un an plus tard, en 1954, une entreprise pharmaceutique ouest-allemande, Chimie Grünenthal, entre en jeu. Ils acquièrent les droits de la molécule et eux, ils y voient un tout autre potentiel. Ils la réorientent complètement pour en faire un sédatif. Et à partir de là, tout va très très vite. En à peine 3 ans, ce qui est incroyablement rapide pour l'époque, le médicament est mis sur le marché allemand en 1957. Cette vitesse, elle nous dit beaucoup de choses sur le contexte réglementaire d'alors, qui était, disons, assez laxiste. Il suffisait de prouver qu'un produit n'était pas un poison foudroyant. Les tests sur les effets à long terme ou sur des populations spécifiques, comme les femmes enceintes, eh bien, ce n'était tout simplement pas une exigence. L'un des facteurs qui a rendu cette catastrophe si immense, c'est l'échelle de sa diffusion. On ne parle pas d'un lancement confidentiel, non, sous l'impulsion de Chimie Grünenthal, la thalidomide s'est répandue partout via des accords de licence dans pas moins de 46 pays, sur quasiment tous les continents. Le Contergan en Allemagne ou le Distaval au Royaume-Uni, ce ne sont que les noms les plus connus. Et d'ailleurs, cette multiplication des noms de marques, ça a rendu les choses encore plus compliquées au début. Les médecins d'un pays ne faisaient pas forcément le lien entre les problèmes qu'ils voyaient et les alertes qui pouvaient venir d'un autre pays où le médicament portait un nom différent. Le succès commercial de la thalidomide, il repose sur un seul et unique argument marketing, mais un argument d'une puissance redoutable, la sécurité absolue. Il faut se remettre dans le contexte. À l'époque, pour dormir, on avait surtout les barbituriques. C'était efficace, mais extrêmement dangereux, avec un vrai risque de surdose mortelle. Et là, Chimie Grünenthal arrive avec son produit miracle, une alternative soi-disant sans aucun risque de décès et sans effet secondaire. Forcément, ça a ouvert un boulevard pour les prescriptions contre l'anxiété, l'insomnie, mais là où tout a basculé, c'est quand on a commencé à le prescrire pour les nausées matinales des femmes enceintes. C'était activement promu comme étant parfaitement inoffensif pour elles. En Allemagne, on pouvait même l'acheter sans ordonnance. C'était comme acheter des bonbons. Et bien sûr, cette belle promesse de sécurité totale va se fracasser contre la réalité clinique. On entre maintenant dans la phase où les médecins, sur le terrain, commencent à voir des choses étranges, des anomalies qu'ils n'expliquent pas. Petit à petit, ils vont assembler les pièces d'un puzzle absolument macabre. Pour bien saisir la nature du drame, il faut comprendre ce concept scientifique, l'effet tératogène. Ça vient du grec téras, qui veut dire monstre. Un agent tératogène, c'est une substance qui peut perturber le développement des organes de l'embryon, l'organogène. Le concept n'était pas entièrement nouveau dans les années 60, mais l'idée qu'un médicament moderne, jugé sans danger pour un adulte, puisse avoir un effet aussi dévastateur sur un fœtus, eh bien ce n'était tout simplement pas intégré dans les protocoles de test. C'était une faille béante dans tout le système. La première alerte sérieuse, elle vient du terrain, d'un pédiatre allemand, Widukind de Lenz. À la fin des années 50, il remarque une augmentation spectaculaire d'un type de malformation qui était jusque-là rarissime, la phocomélie. Ce sont des bébés qui naissent avec des membres absents ou très raccourcis. Ça l'intrigue et il décide de mener sa propre enquête épidémiologique. Il interroge méthodiquement les mères de ses enfants et il finit par trouver un point commun. Presque tout avait pris du Contergan au début de leur grossesse. En septembre 1971, il rend ses conclusions publiques. C'est le premier à oser formuler l'hypothèse d'un lien de cause à effet, et ce, malgré un scepticisme général et une énorme pression de l'industrie pharmaceutique.
Ce qui est absolument terrible avec la thalidomide, c'est sa précision quasi chirurgicale. Les recherches qui suivront le confirmeront, son effet tératogène ne se manifeste que pendant une fenêtre de temps très très courte et très tôt dans la grossesse. On parle d'une période entre le 34e et le 50e jour après les dernières règles. C'est pile le moment où les bourgeons des membres de l'embryon se forment. C'est aussi un stade où beaucoup de femmes ne savent même pas encore qu'elles sont enceintes. Et le plus tragique dans tout ça, c'est qu'il ne fallait pas un traitement long. Un seul comprimé, une seule pilule prise le mauvais jour suffisait à bloquer ce développement et à causer des dégâts irréversibles. Pendant que le docteur Lenz sonnait l'alarme en Allemagne, des observations similaires commençaient à émerger, de manière totalement indépendante à l'autre bout du monde. En Australie, un obstétricien, William McBride, avait lui aussi remarqué cette augmentation de cas de phocomélie, et il suspectait le Distaval, qui était le nom local de la thalidomide. Il a alors écrit une courte lettre à la plus grande revue médicale britannique, The Lancet. Quand cette lettre est publiée, en décembre 1961, ça change tout. Elle vient confirmer de manière indépendante les soupçons de Lenz. Le fait que ça sorte dans une revue aussi prestigieuse donne une crédibilité internationale immédiate à l'alerte. À partir de ce moment-là, la communauté scientifique mondiale ne peut plus ignorer le lien. Face aux preuves qui s'accumulent et à la pression des médias qui commence à monter, l'édifice s'effondre. Le 27 novembre 1961, Chemie Grünenthal retire enfin le Contergan du marché allemand. Le même jour, son partenaire britannique retire le Distaval. La nouvelle se propage alors comme une onde de choc. Et tout au long de l'année 1962, la quasi-totalité des 46 pays qui distribuaient le médicament finissent par l'interdire. Le retrait est enclenché, oui, mais pour des milliers de fœtus qui avaient déjà été exposés, il était bien trop tard. Il y a pourtant une exception notable à cette catastrophe mondiale, et elle se trouve aux États-Unis. Là-bas, le médicament n'a jamais été officiellement commercialisé. Et cette protection, on la doit à la ténacité, au courage et à la rigueur d'une seule personne, la docteure Frances Oldham Kelsey. Elle était pharmacologue et examinatrice pour la FDA, l'agence américaine du médicament. Quand le distributeur américain a soumis sa demande d'autorisation, avec une pression commerciale immense, elle a examiné les données de sécurité et elle a trouvé qu'elles étaient totalement insuffisantes, anecdotiques même. Son scepticisme, basé sur un manque de preuves scientifiques solides, l'a poussé à refuser encore et encore de donner son approbation. Ce délai a été crucial. Il a permis aux premières alertes venues d'Europe d'éclater au grand jour. Son intégrité a tout simplement empêché une épidémie de se produire sur le sol américain. Le médicament a beau avoir été retiré des pharmacies, le mal, lui, était fait. Il est temps maintenant de prendre la mesure de l'impact humain de cette catastrophe, un bilan qui ne se compte pas seulement en statistiques, mais en vies perdues et en destins brisés à jamais. Le nombre exact de victimes est très difficile à établir. Mais les estimations les plus prudentes s'accordent autour de 20 000 enfants nés avec des malformations directement liées à la thalidomide dans le monde. Et il faut bien comprendre ce que ce chiffre signifie, il ne compte que les naissances vivantes. Il n'inclut pas les innombrables fausses couches et les enfants morts-nés également provoqués par le médicament. Ce nombre-là, on ne le connaîtra jamais. Ce graphique nous montre une autre facette, souvent oubliée, de la tragédie. La toxicité de la thalidomide ne touchait pas que les bras et les jambes. Elle affectait aussi le développement des organes internes. La conséquence, c'est que la mortalité chez les nouveau-nés atteints était terriblement élevée. On estime qu'environ 40% d'entre eux ne survivaient pas à leur première année à cause de malformations cardiaques, rénales ou digestives trop sévères. Le drame n'était pas seulement de survivre avec un handicap, mais aussi, pour beaucoup, de ne pas survivre du tout. Pour les quelques 12 000 survivants, la vie était encore un combat de tous les jours. Au-delà des défis physiques évidents, ils ont dû faire face à des douleurs chroniques, subir de multiples opérations chirurgicales et gérer un vieillissement prématuré de leur corps. Ils ont aussi dû se battre contre les barrières sociales et psychologiques. Ils se sont organisés en associations pour défendre leurs droits, pour obtenir une forme de réparation. Leur résilience est une leçon de vie incroyable, mais elle ne doit surtout pas nous faire oublier l'ampleur du préjudice qu'ils ont subi. D'un désastre sans précédent est née une prise de conscience planétaire. Cette dernière partie, c'est pour comprendre comment le choc de la thalidomide a agi comme un électrochoc, un catalyseur qui a forcé une refonte complète et durable de la manière dont on surveille et approuve les médicaments. Le changement a été radical. Avant la thalidomide, c'était aux autorités de prouver qu'un médicament était dangereux pour le retirer du marché. Après, la charge de la preuve a été complètement inversée. C'est désormais aux fabricants de prouver, via des essais cliniques stricts, que leur produit est non seulement sûr, mais aussi qu'il est efficace pour ce qu'il prétend soigner. Et surtout, conséquence directe de ce drame, des tests de toxicologie sur la reproduction, incluant des essais sur des animaux en gestation, sont devenus une étape absolument obligatoire et non négociable avant toute mise sur le marché. Et ces nouveaux principes, on les a gravés dans la loi.
Aux États-Unis, porté par l'exemple de la docteure Kelsey, on a voté dès 1962 l'amendement Kefauver-Harris, qui a énormément renforcé les pouvoirs de la FDA. En Europe, un mouvement similaire a mené à la directive 65-65 en 1965. C'est le premier pas vers des règles plus strictes et harmonisées pour autoriser les médicaments. Ces deux textes, ce sont encore aujourd'hui les fondations de toute notre réglementation pharmaceutique moderne. Cette tragédie a aussi mis en lumière une autre faille majeure. Même les meilleurs essais cliniques sont limités. Ils ne peuvent pas tout prévoir, notamment les effets rares ou ceux qui n'apparaissent qu'à long terme. Il est donc devenu évident qu'il fallait une surveillance continue, même après la commercialisation. Et c'est comme ça qu'est née la pharmacovigilance moderne. C'est un système organisé qui collecte et analyse en permanence les signalements d'effets indésirables. C'est un filet de sécurité, conçu pour détecter le plus tôt possible un danger qui serait passé entre les mailles du filet des tests initiaux. En conclusion, l'affaire de la thalidomide reste une histoire absolument fondamentale en éthique médicale et en santé publique. Elle nous laisse avec cette question, une question qui reste toujours d'actualité avec chaque nouveau traitement, chaque nouveau vaccin. Comment trouver le juste équilibre entre l'urgence d'innover et l'impératif absolu de protéger les patients? La réponse, on la doit aux victimes de la thalidomide. Elle se trouve dans une vigilance de tous les instants et dans une réglementation rigoureuse, héritage direct de cette tragédie.